Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau coup d'éclat du président tunisien Kais Saied. Ce dernier a limogé 57 juges qu'il accuse de corruption. Une décision controversée qui alimente les critiques qui se multiplient depuis près d'1 an à son égard. L'infrastructure ferroviaire reliant la capitale kenyane Nairobi à Mombasa fête ses 5 ans d'existence. Nous verrons comment ce chemin de fer à voie normale, très attendu et apprécié, a changé le quotidien des populations. Et la situation humanitaire de la Somalie inquiète les agences des Nations Unies. Près de 40% de la population font face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire à cause notamment des conflits alimentaires ou encore de la sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise. Mais tout d'abord, c'est ce samedi 4 juin que doit se tenir un nouveau sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra. Le Ghana occupant la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Ce sommet sera suivi le jour même par une réunion des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Enjeu de cette rencontre, discuter des transitions engagées en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, 3 pays qui ont connu des coups d'État militaires. La durée de la transition malienne devrait occuper une place prépondérante avec la recherche d'un accord pour de futures élections. Rappelons que la CEDEAO demande un retour à l'ordre constitutionnel dans les 16 mois alors que la junte table sur au moins 2 ans. L'exécutif tunisien serre la vis. Le président Kais Saied a limogé 57 juges ce 1er juin qui l'accusent de corruption. Il les estime coupables de protéger des terroristes. Cette purge du système judiciaire est diversement appréciée près d'1 an après qu'il se soit octroyé les pleins pouvoirs. Un sujet d'Océane Kwasi. 57 juges révoqués en Tunisie. L'annonce a été faite ce mercredi 1er juin par le président Kais Saied. Ils sont accusés de corruption, de dissimulation d'affaires terroristes ou encore de collision avec les partis politiques. Parmi eux, des membres de l'ex-conseil supérieur de la magistrature tunisienne et des juges en charge du dossier, dits des services secrets. Il est inacceptable que les palais de justice soient devenus des lieux sans justice. La responsabilité et le devoir nous poussent à prendre une décision historique. On ne laissera pas le peuple tunisien et l'État tunisien dans cette situation. Cette décision a été rendue possible grâce à l'amendement de la loi qui régit le Conseil supérieur de la magistrature, l'autorité de tutelle de la justice tunisienne. Celui-ci précise que la révocation doit être affectée sur la base d'un rapport justifié par les autorités compétentes. À ce propos, le président Kais Saied affirme que le processus a été respecté. Nous avons donné de nombreux avertissements et occasions à la magistrature de se purifier. Nous ne pouvons pas purifier le pays de la corruption et du non-respect de la loi tant qu'une purification complète du système judiciaire n'est pas mise en œuvre. Un décret officialisant le limogeage des juges a été publié dans le journal officiel tunisien. Cette annonce intervient à quelques semaines du très attendu référendum constitutionnel prévu pour le 25 juillet prochain. Depuis que le président Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier, la Tunisie, berceau du printemps arabe, fait désormais l'objet de nombreuses incertitudes et inquiétudes dans son avenir démocratique. Également dans l'actualité au Mali, au moins 2 militaires ont perdu la vie ce jeudi 2 juin. 9 autres ont été blessés et 7 terroristes ont été neutralisés dans une embuscade survenue sur l'axe Gossi-Gao, selon l'état-major général des armées du Mali. Notons également que l'armée malienne a récemment annoncé avoir neutralisé 31 terroristes dans une frappe contre un camp situé à 3 km du village Serma, dans une commune de Boni, région de Douentza. 300 millions de dollars, c'est le montant du fonds fiduciaire que la Banque africaine de développement compte mettre à disposition de l'Afrique pour assurer la transition énergétique. Ce nouveau fonds sera consacré à la promotion des sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration de l'accès à l'énergie. Le point avec Nathalie Moore.
Le positionnement de la Banque africaine de développement dans l'accompagnement de la transition énergétique de l'Afrique se renforce. Le continent africain, riche de 12 900 milliards de mètres cubes des réserves de gaz naturel et de 70% des approvisionnements mondiaux en cobalt, concentre 80% du déficit mondial d'accès à l'électricité. Un paradoxe contre lequel la Banque africaine de développement, la BAD, propose des solutions de financement sur mesure. L'Afrique compte plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et environ 900 millions qui ne disposent pas d'énergie propre pour faire la cuisine. Par contre, l'Afrique regorge d'abondantes sources d'énergie renouvelable. Le droit à une transition énergétique juste est donc essentiel pour l'Afrique. En Afrique, le coût élevé de la transition énergétique oblige les États à recourir à des financements extérieurs, alors que les pays doivent attendre 2023-2025 pour recevoir les premiers envois de fonds des droits de tirage spéciaux d'une valeur annuelle de 100 milliards de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie. Le plus grand fonds fiduciaire d'une valeur de 300 millions de dollars de la BAD se veut une réponse adaptée à ce défi. Des États ont pris l'engagement de fournir de l'électricité à des coûts très compétitifs, mais c'est une mesure dont le financement est assez lourd. Pour pallier cette difficulté, la Banque a mis en place un fonds qui est d'ailleurs le plus important du genre dans le monde pour accompagner les pays, car rien ne sert de lancer des projets qui ne se convertiront pas à mégawatts sur le terrain. S'alignant sur les résolutions de la COP26, la BAD a fait de la transition énergétique et climatique l'un de ses enjeux majeurs pour l'année 2022. Mettant le gaz au centre de ses perspectives économiques pour le continent africain, l'institution financière prévoit une croissance de 7% à l'horizon 2021. Déjà 5 ans que les Kenyans peuvent profiter de la ligne de chemin de fer à voie normale de 480 km reliant la capitale Nairobi à la ville de Mombasa. Rappelons que ce projet d'envergure était très attendu par les populations puisqu'il s'agit du projet le plus important de l'ère post-indépendance mais aussi le plus cher de l'histoire du pays. Plus de détails avec Robin Lozano. Le temps de trajet entre les deux villes les plus peuplées du Kenya a été divisé par 2. Il était de 10, il est désormais de 5 heures. C'est un gain de temps considérable pour la circulation de marchandises et de main-d'œuvre à travers le territoire, ce qui a un impact direct sur l'économie. Les Kenyans se disent satisfaits de ce nouveau mode de transport. L'ancien chemin de fer à voie métrique avait beaucoup de limites en termes de temps de transit, puis par la route, c'était assez cher. L'arrivée de SGR a été très bien accueillie. Cela a facilité tous ces défis auxquels nous étions confrontés. Cela a réduit le coût de circulation des biens et des services. Il a fourni suffisamment de sécurité et de sûreté pour les marchandises se déplaçant de Mombasa jusque dans les terres. En 5 ans, la ligne de chemin de fer aura permis à ses passagers d'effectuer près de 7,8 millions de trajets et de transporter plus d'1,8 million de conteneurs. Selon James Siele, chef d'équipe d'experts en affaires et commerce pour Kenya Railways, un train de marchandises empruntant la SGR transporte l'équivalent de 110 camions prenant la route du port de Nairobi jusqu'à Mombasa. Kenya Railways avait l'habitude de déplacer 4% du débit des marchandises du port. Nous sommes maintenant à près de 40%. Je regarde le SGR desservant la région de l'Afrique de l'Est, et je me dis que l'économie va désormais dépendre du SGR. Et nous nous attendons donc à ce que les quelques 200 millions d'habitants de cette région au sein des partenariats régionaux en bénéficient. Rappelons que le gouvernement kenyan a dû contracter 2 prêts auprès de la Banque d'exportation et d'importation de Chine à hauteur de 1,6 milliard de dollars chacun afin de soutenir le projet de la ligne que l'on surnomme aussi la Madaraka Express. Ce fort endettement permet néanmoins à de nombreux jeunes travailleurs kenyans de s'offrir un avenir professionnel et un revenu décent. Les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. La Somalie est au bord d'une nouvelle catastrophe humanitaire. Près de 40% de la population font face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire. Et certaines zones connaissent déjà la famine dans un contexte de sécheresse et de pénurie d'approvisionnement mondial. Les enfants sont les premières victimes. Les précisions de Zahra Mohamed Moutiou. Dans les pays de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya ou encore ici, en Somalie, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire.
Une crise d'ampleur, aux causes multiples, les conflits armés, la hausse des prix des produits alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine ou les épisodes de sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire. 250 000 pourraient perdre la vie au cours des prochains mois en l'absence de réponse rapide à la crise. Là où les effets de la crise ukrainienne se font sentir, c'est que les prix des denrées alimentaires, les prix du carburant et autres ont augmenté à un point tel que nous avons besoin de beaucoup plus de ressources que ce que nous recevions auparavant. Ces structures hospitalières tentent tant bien que mal de faire le nécessaire face à l'urgence, en accueillant ces enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. Mais ces centres sont très rapidement saturés. Les prix des produits de base ont presque doublé en Somalie et dans certaines régions, c'est 93% de plus. L'appel humanitaire pour la Somalie n'est financé qu'à 15%. Donc ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'argent, afin d'éviter le risque de famine. Près de 6 millions d'enfants somaliens sont en situation de malnutrition aiguë. La situation ne cesse de s'aggraver, ce qui fait craindre désormais une famine similaire à celle particulièrement meurtrière qui a coûté la vie entre 2010 et 2012 à plus de 250 000 Somaliens. À la page sport, les éliminatoires de la CAN 2023 ont débuté ce mercredi 1er juin. 48 équipes s'affrontent pour tenter de faire partie des 24 sélections qui participeront à la phase finale prévue en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Et bonjour Gladys. Merci. C'est parti pour le rendez-vous de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Bien, vous l'avez dit, les compétitions ont commencé le mercredi 1er pour ces qualifications, mais la phase finale aura lieu du 23 juin au 23 juillet. Avec 6 tours, s'il vous plaît, 2 tours pour ce mois de juin. Et il y aura donc au mois de septembre 2 tours également. Ce sera pour le 3e et 4e tour. Et au mois de mars 2023, 5e et 6e tour. Rappelons que le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus le mois dernier des qualifications pour ingérence politique. Alors les stades qui ont été retenus pour cette phase finale en Côte d'Ivoire, stade stade olympique d'Epembe, stade Félix Houphouët-Boigny, stade de Bouaké, le stade de Korogo, le stade de San Pedro et le stade de Yamoussoukro, Gladys. Ce mercredi marquait donc le coup d'envoi du premier tour. Y a-t-il eu des surprises, José? Alors disons que le Ghana démarre très fort, Gladys, avec les frères Ayou et en battant Madagascar sur le score de 3-0. Nous allons voir ces buts avec le premier sur un débordement et la défense malgache perturbée encaisse le premier but de Mohamed Koudous en deuxième mi-temps à la 53e précisément. Et puis, c'est sur un corner que les Ghanéens inscrivent leur deuxième but, vous le voyez, avec Félix Afena-Gian, 3 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 56e, mais à la 86e, la chevauchée d'Osman Boukari qui va tromper le gardien malgache Rakoto Asimbola. Rappelons que Nicolas Dupuis est revenu à la tête de la sélection de Madagascar après avoir éjecté et remplacé Eric Rabesandratana. Coup d'œil à présent sur le classement pour les groupes qui ont joué. Eh bien, nous allons voir ça avec des tableaux. Tout d'abord pour le groupe E, Angola, République centrafricaine, 2-1. Et je vous le disais, donc le Ghana qui bat Madagascar 3-0. Au classement, le Ghana et l'Angola se partagent la première place avec 3 points. En groupe J, Libye bat Botswana 1-0 et Tunisie écrase Guinée équatoriale 4-0. Au classement, Tunisie et Libye se partagent la première place. En groupe L, un seul match pour l'instant, Mozambique-Rwanda, un peu partout. Et Sénégal-Bénin, ce match va se jouer ce samedi 4 juin. Et au classement, ex-aequo, Mozambique et Rwanda. En groupe B, ce vendredi 3 juin, 2 matchs, Togo-Eswatini et Burkina Faso contre le Cap-Vert. En groupe H, ce vendredi 3 juin, Comores, Lesotho et Côte d'Ivoire contre la Zambie. Et en groupe I, ce samedi 4 juin, Mauritanie-Soudan et RD Congo contre le Gabon. Bien entendu, il y aura beaucoup de matchs encore pendant le week-end.
La Mauritanie qui change d'entraîneur en faisant appel à l'emblématique Samir Abdou, ancien sélectionneur des Comores. Exactement, une équipe des Morabitoun, je dis bien, très ambitieuse, avec le président de la fédération, M. Ahmed Yahya, qui fait partie aussi de la CAF, qui est membre de la CAF en quelque sorte. C'est lui qui a fait venir Samir Abdou. Et écoutez ce que nous disait l'ex-entraîneur des Comores, devenu entraîneur de la Mauritanie, après le tirage au sort de son groupe. Très bonnes équipes, comme partout dans toutes les poules, mais pour nous c'est un groupe assez homogène. On sait que la RDC ça va être la grosse équipe entre guillemets, et c'est une sélection qui n'a pas fait une CAN et qui sera revanchard dans cette poule. Après on connaît le Gabon, qui est une équipe de qualité avec des grosses individualités. Voilà, et puis Soudan aussi qui aura son mot à dire aussi, parce que le Soudan aussi il ne faut pas l'enterrer. Voilà, c'est un groupe assez homogène, c'est à nous d'aller se battre, d'aller chercher une qualification, ça va être très difficile. Et un match amical, sachez Gladys que les États-Unis ont battu le Maroc sur le score de 3-0, et puis Rabat Madjer, avec ce grand joueur, souvenez-vous de sa fameuse talonnade, eh bien, il risque de gros soucis avec la justice algérienne pour escroquerie. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.